J'ai été touché parce que j'ai pris de plein fouet les difficultés, la malnutrition, leurs difficultés à vivre au quotidien, malgré leur sourire, leur smile, leur énergie. Toi, tu as une particularité, c'est la résilience. Quoi qu'il nous arrive, on essaye d'avancer. C'est dans les problèmes qu'on est plus fort en réalité. Mais surtout, j'avais peur, forcément, j'ai entendu les tirs de Kalachnikov, j'ai entendu les tirs de 105, de mortier, les tirs d'artillerie. Il faut être fou pour faire ça, non? Il faut être fou, mais c'est le dépassement de soi. Il faisait très froid, il faisait moins 25 le matin. J'ai vu beaucoup de gens se faire tuer. Wow. Ça a été pour moi le départ de ma vie d'homme. Bonjour Florent, tu vas bien? Ouais, super, merci Michel, et toi? Ça va, je suis content de te recevoir sur mon podcast. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois en studio et dans cette forme-là. Ouais. Je suis très heureux. On va aller directement dans le vif du sujet. On a un point commun, c'est l'Afrique. Moi, j'ai vécu toute mon enfance, mais toi, tu as fait des choses un peu plus dures là-bas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ouais, forcément, bah, l'Afrique, de toute façon, je crois que tu l'as dans le sang ou tu l'aimes pas. Oui. Moi, l'Afrique, je suis tombé amoureux, c'était en 97. Avant ça, j'avais été à Mayotte, donc même si c'est la France, voilà, il y a quand même ce... mais l'Afrique, ouais, ça a été... c'était Bangui, moi. Donc c'était, tu vois, République centrafricaine. J'étais à Bangui, j'étais à Bois. J'ai fait une mission de 5 mois. C'était long, mais à la fois, j'étais touché parce que j'ai pris de plein fouet... les difficultés, la malnutrition, et donc j'ai été aussi sensible sur leurs difficultés à vivre au quotidien, malgré leur sourire, leur smile, leur énergie. Voilà, il y a quelque chose qui m'a attiré dans ce continent que j'adore. Alors, tu es allé dans ce continent, mais tu n'es pas allé en vacances? Une fois, je suis allé au Sénégal. Une fois Sénégal, en vacances. Mon pays d'origine. Exactement. Je suis allé une fois à Saly en vacances, mais sinon, non, que pour le travail. Avec Saly, ça me rappelle des souvenirs Ouais. d'enfance. Il s'appelait Paco, j'ai kiffé, je suis allé manger et dormir chez Paco au Sénégal parce que bah ouais, je pense que voilà le côté militaire et je crois qu'ils ouais, ils apprécient aussi ma façon d'être, donc je kiffe. Tu sais, moi je rencontre beaucoup de monde dans tout ce que je fais. Et toi, tu as une particularité, c'est si je devais te donner un deuxième prénom, c'est la résilience. Et la résilience, c'est quand on se bat contre nous-mêmes pour toujours avoir une force mentale. Quoi qu'il nous arrive, on essaye d'avancer. C'est dans les problèmes qu'on est plus fort en réalité. Et ça, tu le tiens du fait de ton enfance, on va en parler après, mais que toi, tu as fait la guerre quand même. Ouais, je crois que c'est un peu les deux couplets quand ouais, on repart du début jusqu'à arriver dans l'immobilier. Ouais, je pense que l'armée a accentué tout ça, amélioré tout ça ou m'a montré que voilà. Et après mon métier aussi, mon métier où je suis focus problème solution. Moi j'ai un cerveau à penser solution, résilience, combativité. Je pense que c'est un tout, ouais, c'est un package. Ouais. Et la guerre, t'as dû voir des choses un peu inhumaines. Ouais. Émotionnel. Comment tu as géré ça? Parce que tu étais jeune, tu avais 18 ans. Par la prière. Ouais, je priais beaucoup. J'avais très peur, hein, donc je suis arrivé pour voilà. Attends, tu priais Oui. pour pas mourir? Oui, pour pas mourir, ouais. C'est fou, quand même. Parce que j'avais froid aussi. Tu vois, j'avais froid parce que bah, je suis arrivé le 10 janvier 1995. À Zagreb, donc en Croatie, puis j'ai atterri en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Okay. Il faisait très froid, il faisait moins 25 le matin. Et là, on se plaint. Ouais, voilà. C'est pour ça que moi, je rigole le matin, je vais au bureau à pied, moins 2, moins 3, voilà, c'est mignon. Mais surtout, j'avais peur parce que j'entendais, forcément, j'ai entendu les tirs de Kalachnikov, j'ai entendu les tirs de 105, de mortier, les tirs d'artillerie. Et donc, du coup, j'avais très peur parce qu'il y avait beaucoup de morts, j'ai vu beaucoup de gens se faire tuer. Wow. Froid, peur, angoisse. Wow. Ouais. Et beaucoup de soldats, moi j'étais casque bleu. Tu priais dans ta tête? Je priais quand j'allais me coucher. Okay. Je priais beaucoup. Parce que tu sais, c'est pas courant quand même. Tu sais, il y a des gens, ils ont peur de choses, on va dire, normales. Là, c'est la peur maximum. Oui. C'est la peur de mourir, de se faire tirer dessus. En plus, il fait moins 25. Donc en fait, il y a tout. T'es en enfer, quoi. Ouais, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on m'a annoncé que je partais en Bosnie-Herzégovine, j'ai pas eu peur de suite. Ma mère et mon père pleuraient. Et en fait, moi, j'y suis allé, tu vois... Et quand t'es arrivé, tu comprenais pourquoi ils pleuraient. Et voilà.
Parce qu'en fait, en plus, ça a été dur pour eux, pour moi, parce que j'ai passé 126 jours, tu vois. Wow. Les chiffres, voilà, je les Tu retiens connais par cœur. par cœur. 126 jours, bah oui, on notait les jours, tu vois, c'était un peu long parfois. Ben, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles d'eux parce que c'était compliqué, ça coûtait très cher de les contacter. Et ça a été pour moi, en plus de tout ce que j'ai traversé dans mon enfance, ça a été pour moi le départ de ma vie d'homme. Parce que j'avais que 18 ans, en fait. De toute façon, 18 ans, tu arrives là-bas, moins 25, tir de Kalachnikov, tu vois des morts, Hmm. t'as peur de te retrouver avec eux, tu ne peux que grandir là. Ouais, en fait, j'ai ma psy qui m'a dit qu'il me ferait passer des tests parce que la notion de peur, en fait, j'en ai pas. Tu n'en as plus, tu veux dire. J'en ai plus, en fait. Voilà, j'en ai quasi plus, en fait. Donc, c'est pour ça que je prends des risques aussi Alors, de dingue. je te comprends, mais moi, j'ai pas vu la même chose que toi. Ouais. Mais moi, quand j'ai eu mon problème de santé, pendant presque 1 an, j'ai eu très peur de la mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'as peur, tu dépasses ta peur de la mort, qu'est-ce qu'il peut, à part s'il arrive un problème à nos proches, Ouais. mais tout le reste, en fait, ça peut pas faire peur. Ben, c'est ça, en fait. Dès le moment où, en fait, la peur de mourir, alors par la santé, alors moi, j'ai eu cette chance que j'ai pas eu de problème de santé et je peux comprendre. Du bois. Voilà, on touche du bois. Mais je suis quand même parti, j'ai été quand même volontaire pour 1 000 euros par mois. C'était à peu près, 1000 bon, euros, ouais. c'était 6 000 francs. Je touchais 6 000 francs. 126 jours, je dormais dans une tente, dans un lit qui fait 70 cm de large. Donc voilà, et du coup, j'étais quand même très, 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 très fier de porter les couleurs de la France et d'aider ces enfants et ces gens à... Tu sais que pour tout ce que tu as fait là, rien que ça, tu peux en être très fier quand même. Ah ben, de toute façon, il n'y a pas, alors là je l'ai pas avec moi, mais il n'y a pas une journée où j'ai pas ma carte d'ancien combattant que j'ai gagnée grâce à cette mission et plein d'autres qui sont enchaînés. C'est pour moi, à chaque fois que j'ai peur, je stresse, je pense Je à ça. repense à ça. Et tout de suite, c'est Et ça. du coup, dans ces moments difficiles, j'imagine que tu avais des collègues, des copains qui étaient comme toi. Tu Ouais. n'étais pas le seul à avoir peur. Mais j'étais ouais, le plus jeune, Tu étais quasi. le plus jeune. Quasi, ouais. Ils étaient comment avec toi? C'était fraternel? Alors, En il y a dehors du côté militaire, truc, mais est-ce que par exemple. un peu des deux. Ok, Alors moi souvent j'étais avec la Légion étrangère ok. en mission parce que nous on faisait partie de la force d'action rapide, ça veut dire que dès qu'il y a voilà, on annonce une guerre demain, Ok, c'est les premiers régiments qui partent, donc c'est la FAR, la force d'action rapide, et donc il y a tous les régiments de la Légion étrangère. Donc j'étais avec les légionnaires, ils me faisaient pas forcément de cadeaux, même si j'étais exemplaire. Il faut savoir que tu vois, par exemple, au réveil, ils m'obligeaient à boire de la Slibovic. Slibovic, c'est un alcool que tu retrouves là-bas. Déjà rien que le nom, tu sais qu'un verre, t'es mort. Voilà, c'est 50, Ok. je sais pas si ça fait pas 50 degrés facile, hein. Ok. Donc ils étaient pas cool avec moi, mais moi franchement ça va. Et après ouais, il y a un lieutenant en particulier, voilà, j'ai repensé encore la semaine dernière, qui m'a pris sous son aile et qui m'a équipé parce que j'avais rien, j'avais pas d'argent, j'avais les vieux équipements, j'avais pas de Gore-Tex sur moi, j'avais des Rangers pourris alors que mes potes ils avaient Rangers fourrés, j'avais pas d'argent en fait pour m'équiper. Donc Le minimum, quoi. j'avais le minimum, tu imagines, à moins 25, j'avais que dalle en fait. J'avais pas de veste fourrée, j'avais pas de Gore-Tex, donc j'avais très très froid. Mais comme je suis quand même, bon voilà, de par de ma jeunesse, je suis quand même, ouais, je pense que j'ai toujours été un peu combatif. C'est pas pour rien que je jouais défenseur au foot. Et du coup, je me suis jamais trop laissé faire, malgré. Mais sinon, ça s'est bien passé. Et du coup, donc, dans cette période-là, c'était difficile, mais tu as fait d'autres missions Ouais. et tu as quand même créé des liens avec d'autres militaires, des collègues. Je crois que tu en connais encore Ouais. depuis cette époque. Ça fait un moment quand même. Hein. Bah, je me 18 suis- ans, je vais pas dire ton âge, mais Ouais, voilà, mais je me Et- suis engagé le 4 1994, donc le 4 avril 1994. j'avais 12 ans. Ouais, t'avais 12 ans, et écoutez-moi, il s'appelle Alain, c'est mon, on va dire, c'est mon frère d'armes, Ok. avec qui je me suis engagé, on s'est retrouvés tous les deux dans le camion, on s'appelle régulièrement, et avant de rentrer à la caserne, donc ouais, j'ai conservé des liens, j'ai encore un chef qui m'a envoyé un message, un adjudant, avec qui j'étais, j'ai aussi mon filleul, Ok. voilà, qui est, donc ouais, c'est des frères d'armes, hein. Ça c'est vraiment réel, quoi. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de métiers dans la vie où on crée des liens comme ça. Mm. Surtout maintenant, tu sais, il y a tellement de problèmes dans le monde du travail. Mais c'est rare aujourd'hui d'entendre des trucs où tu crées des liens avec les personnes avec qui tu travailles. Mais toi, vous étiez tellement dans un monde parallèle Ouais. quand vous allez en mission, en guerre et tout, que tu es obligé
Et des fois même... On dort ensemble, on mange ensemble, on a dormi. Souvent, ta vie dépend de l'autre aussi. Exactement. Si lui fait le con, entre guillemets, tu peux mourir, quoi. Exactement. Moi, j'étais quand même... Alors moi, j'étais pas... Mais j'étais radiographiste, donc je faisais du titi-tata, du morse. Donc forcément, il faut prendre soin du radio. Comment tu as dit titi-tata? Oui, on appelle titi-tata parce que le E, c'est un tit, et le A et le T, c'est ta, c'est un très long. Donc c'est des très courts et très longs. Donc moi, j'étais radiographiste, donc j'étais transmetteur dans l'artillerie, mais il faut prendre soin. En fait, il faut prendre soin de tout le monde, du grenadier voltigeur jusqu'à l'infirmier. C'est l'esprit de famille. Responsabilité énorme. De dingue. Ah oui. Moi, ça, c'est de la responsabilité, quoi. Moi, je me revois, tu vois, j'étais à un endroit paradisiaque, que malheureusement, tu peux gagner 200 millions, tu pourras pas y aller. Il y a que les militaires. C'est parce que j'ai vu, en fait, ce qui est magnifique à l'armée, c'est ce que j'ai aimé, c'est le mouvement. C'est le haut, le bas, le froid. Donc, j'ai connu ma première mission au froid, moins 25. J'ai connu la Guyane française. Alors, attends, la première fois que tu fais une mission, c'était ce que tu disais? Bosnie. Première fois que je prends l'avion de ma vie. Donc, première fois que tu bouges, quoi. Première fois que je prends l'avion, je sais pas ce que c'est. Tu vas à moins 25 avec tout ça. Ouais. C'est chaud, quand même. Ouais, je pars de Istres. Et Istres-Zagreb, en fait, je croyais que c'était loin. Et en fait, c'est juste à côté. Et la Croatie, c'est à côté, quoi. Et du coup, au bout d'une heure et demie, je fais waouh. Donc, première fois que je prends l'avion dans un avion militaire. Et donc, première fois que je pars en vacances, on va dire. Donc, sauf que c'est pour défendre mon pays, quoi. Et on a été l'un des contingents où il y a eu le plus de soldats français morts en tant que casque bleu. Donc je peux te dire que toute ma famille, mon père encore s'en rappelle, il a eu très peur. Prier à fond, quoi. Ouais. Casque bleu, rappelle-moi, c'est ceux qui mettaient de l'ordre c'était l'humanitaire de l'armée. Oui, c'est l'ONU, c'est l'Organisation nationale. Donc ils détachent de plusieurs pays des personnes et tu deviens casque bleu, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, ça, c'est pas une élite, on va dire, mais c'est représentatif de la paix, quoi, en réalité. Exactement. Ouais. Pour moi, là, tu vois, rien que d'en parler, c'est une fierté de plus. De dire que tu as été casque bleu, c'est pas tout le monde. Non. C'est pas tout le monde. Tu peux être militaire sans avoir fait de mission ONU, de mission, on va dire. Alors, militaire, c'est souvent de l'humanitaire, hein. C'est pas que de la guerre, parce qu'en Afrique, on était là aussi pour aider la population, à Mayotte. Mais armé, parce qu'on sait jamais qui peut mettre en danger la paix. C'est ça? Exactement, mais en fait, si tu veux, aussi, on propose la population, parce que, tu vois, là, la guerre, je suis pas là pour la refaire, mais voilà, les Serbes, les Bosniaques au milieu, Sarajevo, c'est une cuvette. Donc, nous, on était là pour protéger la population. Beaucoup les enfants, donc c'est aussi pour ça que j'ai mon histoire avec les enfants. Et donc, c'est ce que j'ai toujours aimé à l'armée, c'est ce chaud, ce froid, cette peur, tout ça. Donc, voilà, c'est dingue. Et ensuite, ta deuxième mission, c'était plus léger? Alors, moi, je suis passé du chaud au froid. La deuxième, c'était Mayotte. Et donc, cette fameuse île, c'est l'île des Glorieuses. Donc, c'est entre Mayotte et Madagascar. D'accord? L'île de la Réunion, tout ce coin-là, l'océan Indien. C'est une île qui fait 4 km sur 2. Le sable farine. Donc, c'est blanc. Ce que tu disais paradisiaque, là. Paradisiaque, j'ai passé quand même 64 jours sur cette île, il n'y a rien. On est 14 de mémoire, on est 10 militaires, et après il y a un gendarme et un météorologue. Donc en fait c'est un lieu stratège où on surveille, on regarde les tortues, voilà. Il y a une piste d'atterrissage où on nous ravitaille, donc on a vu Robinson Crusoe pendant 64 jours, mais c'est long 64 jours, hein. Pas de télévision, pas de rien. Déconnexion totale. Déconnexion totale. Donc là, il faisait 40 degrés, l'eau est à 30 degrés. T'es passé du coq à l'âne. Je suis passé du coq à l'âne, exactement. Et pas de peur. Pas la peur, du coup, là. Non, pas... Oh, un peu la peur. L'anticipation, la prévention, mais... Ouais. Oui, pas la peur de ce que j'avais pu connaître, mais le manque, c'était long. L'ennui, en fait. L'ennui, exactement. Donc, ma deuxième mission, c'était Mayotte, et donc j'ai été détaché, île Glorieuse, fierté. Après, j'ai fait la République centrafricaine. Donc là, c'était... tu passes en Afrique. Chaud, dur. Chaud parce que t'as vu. Parce que j'ai vu, malnutrition. Donc là, j'ai vu l'extrême pauvreté. Les enfants. Ouais, les enfants, les adultes. Comment les gens en train de mourir par terre, de faim. Tu sais que ça, c'est des sujets qui me touchent, moi. Voilà. Donc ça, oui, nous, en tant que militaires, j'ai failli, alors ça s'est joué un peu, aller au Gabon pendant le génocide, le Rwanda, mes collègues ont fait le Rwanda. T'as vécu ça? Moi, j'ai vécu ça en Centraf. Centraf, c'est quand même,
C'est quand même c'est une mission quand même, voilà, c'est pas olé olé, quoi. C'est, voilà, quoi. Tu vois, ça bouge, quoi. C'est parce qu'on a, en fait, en Europe, tout ça, même aux États, on n'a pas cette notion-là. On voit, en fait, souvent je dis, c'est dans ces endroits-là où il y a la réalité. Ouais. De la vie difficile. De la dureté. Donc après, donc j'ai fait l'Afrique, donc ça a été troublant parce que j'ai aimé ce peuple, j'ai aimé. Alors, j'étais pas fan de l'odeur du manioc, mais j'ai découvert le manioc, j'ai découvert ses couleurs. Le manioc, ça va un peu, mais à force, hein. Voilà. Et après, j'ai enchaîné. Alors là, celui-là, il était hard aussi. J'ai enchaîné la Guyane française. Donc, j'étais à Saint-Laurent, Saint-Jean-du-Baronnie. Donc, la Guyane, c'est très, très dur. Là aussi, j'ai repassé 5 mois. La Guyane, c'est là-bas où il y a les légionnaires et tout aussi, non? Toujours. Toujours, avec la Légion. Donc, ouais, avec les légionnaires. Donc, t'as un problème avec les légionnaires? Non, moi je kiffe les légionnaires. On va faire attention à ce qu'on dit quand même. Non, moi je kiffe tous ceux qui défendent des couleurs, qui sont, voilà, donc. En plus, la Légion, c'est un des meilleurs programmes, on va dire, de seconde chance quand même. Hein. Figure-toi que, petit clin d'œil aux légionnaires, en 1997, donc j'avais 3 ans d'armée, et avec un collègue, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, la régulière, ça nous gonfle, c'est trop mou. En fait, tellement, tu vois, j'étais allumé et on était prêt à aller à Lyon, je me rappelle, au service de recrutement pour s'engager à la Légion. Sauf que il fallait déjà qu'ils nous prennent. Bon, il y avait des grandes chances, mais on repartait de zéro. Alors oui. Tu repars de zéro. Et du coup, on s'est pas senti le courage de passer ce cap. Quand tu passes la porte là-bas, s'ils t'acceptent, t'existes plus ta vie d'avant, quoi. Tu repasses à zéro, donc nous on était gradés, donc c'est fini, on repartait de rien. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a toujours le truc avec la barre où il faut faire 10 tractions. Oui, exactement. C'est ça? Oui. C'est les premiers signes, quoi. Donc, moi, là, je suis mort déjà. Ah ben là, aujourd'hui, moi, je suis mort aussi. Hein. Donc ouais, la Légion, un parcours spécial. T'avais déjà quand même une expérience, tout recommencer. Je sais pas, entre ce qu'on s'est dit et ce qu'on a fait, ben on l'a pas fait. Donc voilà, mais en tout cas, ouais. Tu as voulu quand même. T'as eu J'y ai pensé. Ouais, parce que je me suis dit, waouh, c'est génial ce qu'ils font, c'est classe, franchement, c'est courageux. Je suis attiré, moi, par les courageux. Je te l'ai dit, par les parcours, voilà, les gens qui s'extraient de difficultés, la combativité, tout ça, ça me plaisait. J'ai mon béret vert, qu'on m'a offert, un légionnaire, dans mon bureau, avec ton livre, voilà, avec celui de l'archevêque. Donc, c'est dans mon bureau. Donc c'est vrai que sur ton bureau, tu as le béret vert, mon livre et celui d'Éric l'archevêque. Et le béret et mon béret quand j'étais casque bleu. Quand j'étais casque bleu, exactement. Ça, c'est des choses... Bon, pas mon livre et celui d'Éric l'archevêque, mais les bérets, c'est l'héritage pour tes enfants, quoi. Enfin, je veux dire, voilà papa ce qu'il a fait quand même. Hein. Ouais, c'est mon choix. J'ai décidé de partir à l'armée au lieu de faire... Alors, j'aurais pas fait HEC, mais au lieu de faire des études, j'ai décidé d'aller dans l'être avant d'être dans l'avoir. Savoir-faire même. Tu vois, et dans quelque chose, voilà. Après, c'est la vie qui m'a amené à l'armée, mais oui, c'est pour moi les plus belles années de ma vie, de loin. On a un autre point commun, c'est Palavas-les-Flots, au bord de l'eau. C'est dingue. Et je trouve qu'on a beaucoup de points communs quand même. Alors, on n'a pas les mêmes vies, mais on a des passages. C'est vrai. Tu vois, Palavas-les-Flots, tu peux me dire un mot? Palavas-les-Flots, figure-toi que... Alors, juste Palavas-les-Flots, pour les gens, c'est une petite ville touristique en zone balnéaire, près de Montpellier. Alors, je te dirais que Palavas-les-Flots, ça résonne 2 choses en moi. La première, c'est le premier souvenir que j'ai de ma vie. Ok. Parce que tout le reste... C'est le premier souvenir de ta vie? Oui. Ok. Tout le reste, j'ai zappé. Peut-être parce que Palavas-les-Flots, j'ai 5 ans. Ok. Donc les 5 premières années, zéro souvenir. Et bon, voilà, c'est mes parents donc travaillaient à la Croix-Rouge française. Okay. Donc ça aussi, c'est un vrai signe. Troisième point commun. Voilà, Croix-Rouge française à Palavas-les-Flots. Donc moi, j'habitais là-bas avec mes parents. Et c'est le moment où mes parents ont décidé de divorcer. Donc on est parti de Palavas-les-Flots. Donc voilà, c'est à la fois mes premiers souvenirs, mais un souvenir qui a été douloureux du divorce. Donc voilà. Mais et j'ai des photos où je faisais du BMX à Palavas-les-Flots. Ok. Je faisais aussi, il y avait un truc j'ai voulu faire du piano parce que je rêve de faire du piano. Je voulais faire de la musique aussi. Il y a un truc où il y a les arènes à côté de Palavas, et il y a un truc de musique. J'allais là. Ok.
Je me rappelle aussi que j'avais une nounou, je voyais une église, donc je pense que je pourrais me souvenir de 2-3 endroits. On y a été un jour Ouais. ensemble. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions. Mm. Moi, j'ai connu Palavas-les-Faux. Je suis allé vivre là-bas parce que mon fils, il avait un handicap. Il avait les pieds beaux. Il était soigné à l'Institut Saint-Pierre. Putain, dingue. Donc, c'était, je crois, c'était là-bas où il y avait la Croix-Rouge avant. Ouais, bah oui. Et du coup, ouais, on n'est pas dans la même temporalité, bah, parce que t'es quand même plus vieux que moi, faut pas abuser. Ouais. Et on n'est pas dans la même temporalité, mais c'est vrai qu'on a eu des moments, des passages à certains endroits Mm. avec des points communs. Toi, t'as pas eu une enfance facile aussi quand même, hein. Alors, je vais te dire que si je te parle de ce que j'ai vu dans ma vie de militaire, oui, j'ai une Oui. enfance facile. Si je regarde autour de moi, je dirais ça va, mais il aurait pu avoir mieux. Donc moi, je pense que j'ai beaucoup souffert et j'en souffre un peu moins, mais du divorce, Ok. surtout dans la manière dont ça a été fait. Pas de reproche particulier, Bien mais sûr, voilà. oui. Je pense que voilà, ça a été pour moi un trauma. Il m'a fallu beaucoup de temps à comprendre et encore parfois encore aujourd'hui. Donc ouais, le divorce, ma relation avec ma mère, ma relation avec mon frère, qui a toujours été un peu entachée par ça, qui s'est accentuée. Avec mon père, ça a été aussi à la fois au début compliqué puis fusionnel. Donc ouais, l'enfance, on n'avait pas grand-chose, ils n'avaient pas d'argent. Ma mère, la pauvre, elle avait rien. Mon père, il avait rien non plus. Donc voilà, je vais pas. Quatrième point commun. J'ai pas non plus vécu, mes parents touchaient quand même 1 000 € par mois, hein, chacun, hein. Donc c'est pas Toi, mal. j'aime bien, t'as une facilité à relativiser ce que tu as vécu, Ouais. mais t'as eu une enfance où, de débrouille en fait. Je me Moi, je dis rappelle. toujours, il y a les fils des pauvres, il y a Ouais. les fils des riches, mais il y a Ouais. les fils des débrouillards. Ouais, j'étais peut-être dans la 3e catégorie, mais je me rappelle si, oui, j'adore Roxy Rookie. Voilà, c'est la fois où je me vois aller au cinéma. Ok. Après, il n'y a rien eu d'autre. Tu vois, les vacances, oui, peut-être une fois, mais peut-être pas 2, tu vois. Les restaurants, peut-être 2 fois, mais peut-être pas 3. Donc non, il n'y a pas eu grand-chose avec mon frère. Voilà, c'est la Mais vie. Ce Mais, que t'as manqué, tu as vécu, peut-être pour toi ça te paraissait normal, parce que quand t'es enfant, oui, souvent ce genre de situation, peut-être c'est peut-être plus dur aujourd'hui de vivre cette situation, parce que avec Internet et tout, on voit quand même plus de richesse chez les autres, mais à notre époque, quand on était enfant pauvre, ben, on était enfant pauvre, quoi. moi, si Et tu veux, je l'ai pas ressenti, je l'ai pas perçu avant l'âge de, laisse-moi remonter, avant l'âge de 14 ans. Jusqu'à 14, je ne l'ai pas trop vu. Si, j'ai vu la souffrance, le manque, mais comme tu dis, par rapport aux enfants, j'ai pas trop vu. Par contre, quand je suis rentré en sport-études foot, là, tu as senti. là, j'ai vu la différence. Là, j'ai Ah oui, vu là, c'est pas pareil. les enfants qui avaient des parents qui vivaient dignement, voire bien, voire très bien. Sport études foot. Ouais, je voulais Où être footballeur. Et j'étais à Pamiers, c'était une classe préparatoire pour entrer au centre de formation du TFC à Toulouse. Ok. Donc j'étais à Pamiers, donc j'ai passé 2 ans en sport-études. Magnifique. Tu voulais devenir footballeur, toi, c'est Ouais, vrai. je voulais, depuis l'âge de 4 ans. Et Mm. t'as arrêté pourquoi? J'ai arrêté parce que c'est un échec de plus, parce que j'étais refusé pour entrer au centre de formation du TFC, donc à Ok. Toulouse. Et je pense que mes parents et moi-même n'avaient pas cette combativité, et c'était peut-être une opportunité pour me faire changer d'avis. Voilà, personne ne s'est battu, moi le premier, et du coup j'ai renoncé. C'était pas écrit, quoi. Et je regrette de ne m'être pas assez battu, quoi. Voilà, c'est un T'as fait regret. ce que t'as pu. Voilà, et tout de suite j'ai renoncé à tout. Et il y avait que l'armée qui pouvait me prendre, puisque je voulais rien faire d'autre. Du coup, toi, t'as une enfance, on va dire, difficile, où t'as manqué. Ouais. Tu vois, t'as manqué peut-être aussi d'attention, t'as manqué aussi de moyens. Mm. T'es allé à l'armée, Ouais. tu as vu des choses incroyables, entre guillemets. C'est pas spectaculaire dans la beauté, mais dans plutôt l'autre côté, quoi. Et t'as vu aussi d'autres enfants manquer. Oui. Mais pas manquer de jouer, Ah mais oui. manquer de nourriture et mourir. Ouais. Et un jour, tu t'es dit, bon, moi j'ai manqué, les autres ils manquent. Et émotionnellement, tu t'es dit, il faut que je crée quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Ouais. Et tu as créé quelque chose, une application. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Je sais que Ouais. c'est quelque chose qui te touche beaucoup, mais il faut qu'on en parle quand même. Ouais, carrément. En fait, je pense que ça s'est accentué. La Bosnie-Herzégovine, la Centrafrique, Mayotte, la Guyane française, là aussi, des endroits difficiles. On ne faisait pas que chasser les orpailleurs. Le Kosovo, j'ai fait le Kosovo aussi. Toutes les missions que j'ai faites. Et c'est vrai que dans ma
course après le profit, après l'avoir, après le business, après l'immobilier. Il s'est passé un trou, un vide, où dans ma vie, ben, il n'y avait plus rien. Hein, il ne se passait plus rien, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de mouvement. Et c'est un voyage où j'ai décidé en fait de donner du sens à ma vie, parce que j'étais clairement perdu, parce que je me suis rendu compte que je courais après avoir sans être. Et donc avec mon fils... Je courais après avoir sans être. C'est énorme ça. Ouais, exactement. Et du coup, je m'en suis rendu compte en fait, parce que je me suis dit, Flo, en fait, t'as pas choisi de gagner de l'argent à 18 ans, t'as choisi de mourir pour la France. Ou t'as choisi de défendre les couleurs de la France pour rien, pour 1000 balles, 1200 balles. D'accord. Ouais, c'est cadeau quoi. C'est cadeau, c'est 24-24, c'est pas 35 heures. D'accord. Donc quand on part en mission, c'est on travaille tout le temps. Samedi, dimanche, voilà, il n'y a pas de... faut arrêter, surtout pendant ces conflits-là. Du coup, je me suis dit, si vraiment tu avais été attiré par le gain, tu n'aurais pas fait ça. Alors oui, je rêvais du gain dans le football, mais le football, c'était parce que c'était le collectif, c'est parce que j'aimais ce sport, parce que c'est les sensations, les émotions qui m'attiraient dans ce sport. Et j'étais assez adroit quand même, avec ma patte gauche. Mais en fait, si tu veux, il y avait le gros manque aussi de mon fils. Et tout réuni, mon fils, tout s'est mélangé dans ma tête. Et j'ai voulu créer un super-héros avec mon fils. Ok. On a kiffé de dingue avec ma femme. On a imaginé un personnage, un super-héros pour aider les enfants. On n'est pas allé au bout du truc. J'ai encore un peu ce regret. Mais on a quand même avancé. On a créé un personnage qui s'appelle Tao, okay. Un Amérindien, parce qu'on était un Amérindien. On était au Panama. Le sourire de mon fils, tout ça. Ça nous a... Ben, aujourd'hui, s'il travaille avec moi, c'est parce que je sais que peut-être tout s'est construit oui. À ses 4 ans. À 4 ans, il est venu vivre au Panama avec moi. Et je pense que si aujourd'hui il travaille en entreprise avec moi, je peux être fier. Mais je pense que tout a commencé, alors bien évidemment depuis que je l'ai eu né, depuis qu'il est né, pardon, mais surtout, je pense à ses 4 ans. Je pense que ça a été un vrai, pour moi et pour lui, un vrai moyen de nous rassembler. Donc on a imaginé ce personnage, on voulait faire une BD, on voulait aider les gosses. Je pense que c'est pas terminé, ce projet. Non, parce que je pense moi, je vous lâcherai pas. Hein. Parce que mon fils, je pense aussi qu'il a... On a des choses à faire avant de relancer ça. Voilà, on a plein de choses à faire. Et là, mon fils, en plus, il a une alternance. Il a besoin de te Moi, ce que je trouve joli dans ce projet que vous avez eu avec ton fils et sur Tao, c'est que vous avez imaginé un super-héros pour aller aider les autres. Et souvent, les 3/4 des gens qu'on voit sur les réseaux ou même qui font de l'humanitaire, tu sais que moi, je suis issu de l'humanitaire, c'est eux, ils se prennent eux pour les super-héros. Et vous l'avez fait incarner par quelque chose de virtuel. Pour pas vous mettre en avant, vous. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et en plus, ça, c'est de l'humilité. Ouais, mais ça, ouais, c'est sympa, mais c'est génial. Mais du coup, nous, en fait, ce qu'on voulait, ce qui était encore plus fort, c'était un enfant qui est de notre enfant. Tu vois. C'est énorme, oui. Donc du coup, nous on imaginait un garçon, donc c'était un Amérindien, il s'appelait Tao, un peu les initiales de Tony. Voilà, et du coup, donc ça je trouvais bien. Jusqu'au moment où j'ai eu un déclic, je me suis dit, BD, ouais, je fais un jeu mobile, vas-y. Okay. Et donc ça a été ma première application mobile, puisque j'en ai fait 7 aujourd'hui. Ouais, ça s'appelait Tao. Tout le monde s'est foutu de ma gueule comme d'habitude. Tout le monde n'a pas pris ça. Tout le monde n'a pas pris ça au sérieux comme d'habitude. On a quand même offert avec mon fils. On est passé sur M6 avec mon fils. Oui. Donc ça s'est gravé à jamais. Donc on est passé sur M6 tous les deux au journal du 12-45. On a fait 15 000 téléchargements en l'espace de 3 minutes. On a offert 17 000 repas. Où c'est moi quand même... 17 000 enfants ont mangé grâce à Tony, à moi, à ma femme, à tous ceux qui ont contribué. On pourrait dire que ça représente rien. Mais c'est énormément, c'est beaucoup aussi quand même. Bah 17 000, ouais, c'est pas 2. Un repas. Voilà, un repas, ok. Et... c'est peut-être, pour certains, c'est insignifiant. Pour moi, c'est énorme. Mais c'est énorme, 17 000, c'est une ville. Hein. Il y a combien, je sais pas si tu connais les chiffres encore aujourd'hui, mais peut-être plus de l'époque. Il y a combien d'enfants dans le monde qui souffrent de malnutrition? Alors, quand on dit on souffre de malnutrition, c'est pas ils mangent pas équilibré, hein. C'est ils crèvent la dalle. Ah oui. Parce qu'on va mettre les mots comme il faut. Franchement, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est juste dingue. Je sais qu'il y en a un enfant qui meurt toutes les 60 secondes de la malnutrition, qui meurt de faim en fait. C'est horrible. Hein. Parce que j'ai connu ça aussi. Qui meurt par minute à cause de ça? Ouais, mais je dirais voire moins.
Dans le monde, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais tout le monde s'en fout. Et moi qui ai vécu, alors pas la malnutrition, sinon je serais pas là, mais qui ai vécu aussi l'armée, c'est aussi ça, l'armée. Il y a des moments où on mange rien, tu vois, comme encore aujourd'hui on a jeûné. Tu as pu t'identifier un petit peu. Exactement. Par l'Afrique, par les difficultés où j'ai manqué par l'enfance, mais surtout à l'armée quand on faisait des missions où vraiment on nous mettait en difficulté. T'as eu la sensation, la vraie sensation de faim, toi? Et de soif. Oh, putain, C'est ça l'armée. Soif, c'est pire. Soif, c'est pire. Et c'est ça l'armée, c'est te pousser dans le plus dur, dans Comment le dur. tu gères ça? Parce que t'as soif, et tu en as pas. Moi, je vais te dire un truc, ça peut choquer, mais j'étais un très bon soldat. Ok. Je pense que, tu vois, j'ai Ça encore mes m'étonne notations. En fait, mon cerveau arrivait à se mettre à... Je me plaignais pas, en fait. J'étais dedans, j'y allais. Il y a pas. Il y a pas. Et je pense que parce que j'ai manqué, et parce qu'en fait, ce qui a fait, c'est que avant de rentrer à l'armée, j'ai eu peur. Ok. Je me suis dit, waouh, tu rentres dans un régiment quand même dur. Moi, j'étais au 68e régiment d'artillerie d'Afrique à la Valbonne. C'est un régiment donc, où il y a 3 traits, donc disciplinaire, pas semi-disciplinaire. Le régiment disciplinaire, ça envoie. Donc, c'est un régiment disciplinaire. Alors, c'est pas les RPIMA, c'est pas les RIMA, mais ça a quand même dans le coffre, tu vois. Et moi, je me suis dit, ouais, je vais tomber sur des Golgoth et tout, des mecs qui vont mettre des coups de casque. Hein. Et en fait, j'étais... je faisais partie des meilleurs. Il y avait des plus costauds que moi, mais passage à l'action, comme le fiston, très réactif, discipliné, rigoureux, parle pas, il bosse. Moi, je travaillais. C'était la chance de ma vie de trouver un travail. Et du coup, moi, la soif, la faim, le sommeil, le froid, je vais te faire vivre une expérience qui était très dure. Très, très dure. Psychologiquement. Alors le froid, bon oui, moi je viens de Narbonne, moins 25 pour la première fois de ma vie, c'est hard. J'habitais pas à Metz, quoi, tu vois. Ouais, donc c'était hard, c'était hard. Mais ça, encore, c'est passé. La peur et tout, c'est passé. Là où j'ai vécu une expérience quand même assez traumatisante, c'est parce que j'étais en Guyane et donc on fait des stages commando en forêt. Okay. On parle de la forêt amazonienne. On parle pas du truc de la forêt... Oui, où on va faire les champignons. Voilà, où il y a tout ce que tu peux imaginer, des migales, des anacondas, tout ce que tu veux, des piranhas, le max of the max. Déjà, t'as pas intérêt d'avoir peur des insectes et tout ça, des serpents et tout ce que tu veux. Bon, ça y est, c'est fait. Et en fait, quand j'ai fait ce stage commando, je m'y attendais, mais pas autant que ça. On est tombé sur des mecs qui ont fait le Manaus. Le Manaus, c'est le stage commando au monde le plus dur. Ok. C'est au Brésil, donc c'est Manaus. Et ceux qui ont fait le Manaus, c'est comme si, c'est fort. C'est la Ligue des Champions des... Ouais, il a gagné la Ligue des Champions. Donc nous, on arrive, donc on est face à 2 instructeurs commando qui ont fait le Manaus. Donc là, tu te mets à genoux. Respect. Voilà, c'est le pape, le dieu, ce que tu veux. Tu te mets à genoux. Donc là, clairement, il nous dit, voilà, vous pouvez enlever vos grades, tout signe de richesse extérieure, montre, bijoux. Tout le monde a la même enseigne. Et à partir de maintenant, on va vous expliquer un peu comment ça va se passer. Au début, c'était marrant. C'était ramper, debout, assis, couché, cardio. Bam, 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 c'est mignon. Là, dans ta tête, toi, c'est normal. Ah, ça va. Normal. Tu te dis, tu rampes. On te dit, tu fais dessus. Et puis ça devient un jeu. Et puis voilà. Bon, ça fatigue un peu, mais ça va. Ça fait monter un peu le rythme cardiaque. Moi, on m'appelait 3 poumons à l'armée, donc moi je venais sport-études, moi j'étais 4e, j'ai fini 4e de mon contingent et je suis allé dans les 10 premiers sur 1000 au cross. Ok. Donc moi j'étais un coureur de dingue, plus maintenant, mais à l'époque. Et du coup, tout ça pour dire quoi là, je décroche là Manaus. Et là ils nous disent, voilà les gars, un nageur, un non-nageur. Moi je nage pas très bien, mais je suis pas non-nageur. Je vais des merdards. Maroni, donc Maroni c'est le fleuve qui est en Maroni. Okay. Pirogue, salé, dessalé, trempe. Donc trempe. Okay. Et toi tu dois rattraper ton pote qui est en train, qui sait pas nager quoi. On va plus, ça bouge un peu. Okay. Et à partir de ce moment-là, tu seras jamais sec. Et jamais sec. 1 semaine. Donc pendant 1 semaine t'es pas sec. Non, t'es mouillé pendant 1 semaine. Fais le test. T'es pas mouillé en maillot de bain. Oui, t'es mouillé. En treillis Rangers. Oh là là, horrible. Hard, très hard. Et tu dors, voilà. Tu dors mouillé. Tu dors mouillé, tu te lèves mouillé, tout en mouillé. Ça jamais gratte, sec. Ça gratte, ça gratte, ça joue là-dedans. Tu dors pas la nuit, voilà, c'est chaud.
Donc voilà, tout ça. Et donc, il faut être fou pour faire ça, non? il faut être fou, mais c'est le dépassement de soi. C'est Ok. comme tu te parlais de résilience, c'est Donc et, toi, t'as fait ça. et j'ai fait ça. Et j'ai pas pleuré, Ok. parce qu'il faut avouer que tous les hommes pleurent, même les militaires. J'ai pas pleuré. J'ai plus pleuré du manque de mes parents, Ok. de mes Le côté copains, émotionnel, quoi. voilà, émotionnel. Mais j'ai pas pleuré de la difficulté. J'ai pleuré un peu, oui, à Sarajevo, parce que j'avais très froid et peur, à quelques fois, mais bon, voilà, dans mon coin. Et à Sarajevo, et en Guyane, j'ai pas pleuré. Je me suis dit, waouh, t'es fort. Parce qu'il faut savoir que t'as du mal à dormir, parce qu'il y a des avalanches, ça aussi. Est-ce que tu sais qu'en Guyane française, il y a des avalanches, en Guyane française, hein, dans le Maroni, pardon, il y a des avalanches. Ok. Pas la neige, les arbres, à la nuit. Des avalanches Je peux d'arbres. prendre des arbres dans la gueule comme ça. Non, mais c'est surtout le bruit, Ok. la peur. Tu vois Je des sais arbres, pas, des centaines d'arbres tomber la nuit Des parce qu'ils sont. avalanches d'arbres. Avalanche d'arbres, ben, un arbre qui tombe, c'est tellement dense, ça fait tomber un autre arbre, Ok. là. Donc les bruits des guenons, les bruits de tout ce que tu veux. La nuit, c'est flippant au possible. Et du coup, C'est vrai, quoi. On l'image pas, tu dormais dans une tente, quoi. c'est pour ça qu'au Lanta, s'il y en a un qui me chauffe, que je vais le faire. Tu dors dans une tente, d'un coup, t'entends boum, 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 les animaux qui crient, Oui, voilà. T'es dans un milieu t'es quand même mouillé, hostile, hein. T'es pas chez et tu es toi, mouillé en plus. t'es mouillé. Donc quand t'as traversé ça, bon, comme je dis, Ça va. koh Lanta, si j'ai du temps, je le fais. Je dis pas que je vais gagner, mais je dis que bien énervé, bien Ouais, entraîné, ça va te chauffer, quoi. je vais pas péter en vol Vas-y, ici, quoi. Viens, on lance ta candidature. Bah vas-y, hein, vas-y. Mais laisse-moi le temps de m'entraîner quand même. parce que j'ai quand même- t'inquiète. Là, j'ai quand même du boulot, hein, parce que là, niveau Et- cardio et tout, ouais. Du coup, tu vis tout ça, donc t'as quand même... Tu vois, ça, je savais pas de toi. Oui, je t'ai dit C'est plein de choses. incroyable. Mm. Tu fais tout ça, donc l'enfance, l'armée, tu crées ta première application, donc tu as une expérience quand même, on va dire, tu arrives là, tu as du bagage, ok? C'est pas tout le monde qui vit ça, donc tu as une force mentale Ouais. incroyable. Ouais, quand je commence immobilier, le 12 août, Ok. vraiment le 12 août, on va dire 2002. 12 août, 2002. c'est 12 août, Dans ma tête, c'est le 12 août. parce que tu sais, c'est bizarre, moi le 12 août, c'est la date où je suis arrivé en France. Hein. 2002? Non, mais Ah. 12 août. Ok, le 12 Le août. 12 août, je suis arrivé en France. Ben, en fait, moi, t'as compris, j'étais morse, je faisais du Ok. morse, donc les dates, les chiffres. Puis Si je te dis un truc en morse, tu vas rien comprendre. Donc, tu vois, rien que pour dire en morse, quelle est la force et la lisibilité de tes signaux, donc c'est des codes, c'est INT, ZPF, INT, ZPGK, ça fait titita, titata, titita. Bon, tu vois, c'est un truc vachement long. Point à la ligne, c'est tita, titata, titita. Ok. par exemple. Ils utilisent toujours ça ou pas? Bien sûr, le morse, Ok. c'est... Oui. Et donc, le 12 août 2002, pour moi, c'est le début du saut dans le vide, parce que je ressens mon recommandé, comme quoi je ne fais plus partie du ministère de la Défense, je suis plus Ok. militaire, Donc ça veut dire que tu je suis civil. es civil. Voilà, donc je suis parce que civil, toi, les gars, depuis le 12... Tu as décidé de pas renouveler, c'est ça? Alors, c'est plus compliqué, c'est une Ah. réforme, j'ai chopé une maladie en Guyane, Ok. du rein, donc voilà, En un plus, rein. là, pendant que tu faisais le Manao, Alors, j'ai pas fait le Manaos, Ouais, mais mais pendant que je faisais les stages tu as commando... chopé une maladie. Ouais, c'est de Ok. là-bas. Ok. Voilà, c'est les héritages. Et donc, du coup, depuis le 12 août 2002, même si j'ai acheté 2 apparts à l'âge de 20 ans, je me suis lancé dans l'immobilier. Donc, Donc, voilà. toi, tu t'es lancé dans l'immobilier par ton papa Ouais, qui t'a donné Je peut-être pense. l'idée un petit peu t'avais juste un petit pied là-dedans, quoi. mon père était maçon, mon père est maçon encore aujourd'hui, malgré qu'il Il a va la qu'il a classe, il a la 70. classe, ton papa. 70. Ah ouais, c'est la classe, vraiment. Il est profond, Ouais, il incarne la générosité. Si Ouais. tu me dis un mec Ouais, généreux, comme toi. Hein. c'est pour ça que tu vois que je t'ai rappelé aussi, c'est la gentillesse, la générosité, pour moi, voilà, c'est mon père. Et la générosité, c'est pas forcément en me filant un chèque de 20 balles. Non, non. C'est dans les mots, c'est dans les regards, c'est dans la façon. Alors oui, voilà, il a des qualités, il a des défauts, mais mon père, ouais, il est hyper important depuis qu'on s'est revus, hein, on va dire, après le divorce, depuis qu'on a commencé à se connaître. Et là, quoi? Et là, du coup, tu te lances Tu vois, dans je parle de mon l'immobilier. père, et du coup, ouais, je me Ça lance t'a dans l'immobilier. déstabilisé. Parce qu'à l'âge de 18 ans, en fait, je voulais faire de l'immobilier avec mon père, et il n'a pas voulu. Parce que Ok. mon père, pour lui, c'était maçon.
Sauf que moi, je voulais faire marchand de biens sans savoir que ça existait. Donc ça s'est pas fait. Et j'ai sauté sur l'opportunité quand j'ai été réformé de l'armée. Donc en août 2022, 12 août 2022, j'ai reçu le recommandé. J'avais les jambes qui tremblaient quand même. Et donc je me suis lancé dans l'immobilier depuis le 12 août 2002, pardon, Oui, à faire de l'achat-revente. J'étais en train de calculer. Ouais. Donc ça va faire 23 ans bientôt. Donc, premier appartement, t'achètes 20 ans, sans visiter. à 50 000 francs, c'est de mémoire. C'était 180 000 francs les deux. Ouais, c'est ça, donc 180 000 francs les deux. En Donc, 1997. Premier achat de ta vie. Premier achat de ma vie, ouais. Et tu les revends tout de suite? Je les revends au moment quasi avant de me séparer. Alors je me sépare à la fois de ma femme, je divorce, et à la fois de l'armée, et à la fois de ma fille, puis qui va avec sa mère. Donc ça a été 2002. Ouais, une bonne année de Bien reconversion totale. Ouais, tout. J'ai sauté sans parachute. Donc, hard 2002, mais à la fois aussi attiré par le nouveau. J'étais serveur à la Franquie en juillet 2002. Bon, j'ai compris que c'était pas pour moi. J'ai voulu être commercial, tous ces trucs. Donc, je me suis lancé dans l'immobilier. Et donc, les premiers, je les achète sans visiter, 180 000 francs les deux. Pour les louer, je les vends, 2002, 2003. Et là, quand t'achètes, t'avais pas de repères. C'est-à-dire que t'avais pas de mentor, t'avais pas de personnes qui t'expliquent, de gens qui peuvent t'aider. Tu as fait ça par tes propres moyens. Toujours tout seul. Jamais demandé à qui que ce soit. Si tu faisais une erreur, c'est toi qui assumes, quoi. J'ai toujours été, je pense que je me suis rendu compte que ça a été un peu ma force et ma faiblesse. C'est je fais, je vois. On est ce côté un peu taureau. Voilà. Je poste, après je vois. Toi, tu t'es roi, mais je suis plutôt ce mindset-là. Ok. Donc j'achète, 2 studios. Je pense que je me dis que si je fais 5 fois ça, donc 5 fois 2, ça fait 10. Je suis rentier, 3 000 € par mois. Je suis tranquille. Et sauf que ça se passe pas comme ça et je suis pas attiré par ça. Et comment tu dévis? Je dévie parce que la vie fait que je divorce, la vie fait que j'arrête l'armée, donc il faut faire des choix. Le côté passif me plaît pas. C'est des emmerdes, avoir un patrimoine, c'est responsabilité, l'assurance, le machin, le syndic, la taxe foncière, le bordel, le locataire. Oui, souvent on peut avoir une image de il a un gros patrimoine, mais derrière il racle. Bon, déjà, est-ce qu'il est à lui? Parce qu'il est peut-être à la banque, Donc, c'est à la fin du bal, les gars, qu'on paye les musiciens. Donc, sur des prêts de 15-20 ans. Donc, je suis pas à l'aise avec ça. Bon, je le plie, je le crie. Et même si mon fils, je prévois de l'amener sur du mixte, entre revente et conservation, au début pour lui, pour le sécuriser, moi, je suis pas à l'aise avec je suis pas à l'aise avec ce côté épicier, quoi. T'as un tempérament excité, toi. Donc, tu veux que ça bouge. Ouais, j'aime le mouvement, j'aime l'action, j'aime le risque. Le risque, t'aimes bien le risque. Je suis né dans le risque, tu l'as compris. Donc j'aime le risque, j'aime l'action, j'aime le mouvement, j'aime l'audace, j'aime le côté proactif. Là, c'est trop spectateur, c'est trop passif. Il faut demander à la banque, non, déjà ça m'emmerde. Avant de commencer, ça m'a déjà emmerdé. Donc je suis pas le candidat qui prône le locatif. Okay. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je pense que c'est surtout pas fait pour tout le monde. Et donc tu as tes 2 appartements, tu les revends, t'arrêtes ou tu les gardes longtemps? Ah non, je les vends 3-5 ans après, maximum, Et pendant ces 3-5 ans, tu fais quoi? J'encaisse le loyer. Juste, donc t'es en position d'attente, quoi. Voilà. Ok. Ça marche pas chez moi. Le mois bannir chez WIM, c'est attente. Tu tournes en rond, tu fais des petits boulots, peut-être si... Je suis militaire encore. Ah, ok. Oui, je suis militaire. En fait, je me suis engagé à l'armée à 18 ans, je suis sorti à 26 ans. En gros, tu fais le calcul. Ok. 94-2002. Tu as tes trucs et donc, c'est du passif. Donc, mais je gagne que dalle, Alors, à l'époque, c'était même pas grand-chose, puisque je le loyer, moins la taxe foncière, moins moins là. Je sais pas, peut-être je gagnais, 1000 francs, 800 francs, ce qui était beaucoup, c'était un complément. Je gagnais pas beaucoup à l'armée, ça complétait peut-être et encore, je suis même pas sûr. Ça faisait un gros salaire à la fin du mois, avec tout, quoi. Un moyen salaire, C'était surtout que ça me sécurisait sur la transmission, J'ai compris. Et donc, je veux dire, c'est comme si, est-ce que tu es obligé de mettre une cravate pour aller dans une cérémonie de gala? Tu peux y aller sans la cravate. Bon, là, même si c'est différent, pour moi, ça me rassurait sur le fait que j'ai un patrimoine. Ok. Mais en fait, il n'était pas à moi, il est à la banque, en fait. Donc, tu es en attente. Ouais, ça me va pas. Tu les revends. Ouais. Et là, tu as l'idée de devenir marchand de biens.
Pas encore. Ok. Donc là, je les revends parce que ben, la vie fait que. Et en fait, l'idée de marchand de biens, elle me vient pas tout de suite, en fait. Ce qui est génial, je me remémore, ce qui est génial, c'est que j'essaie, donc je fais serveur, bon, t'oublies, hein. Ok. Serveur, pas pour moi, hein. Mais même si j'ai kiffé, hein. Le kiff, c'était péter des assiettes, servir et faire la plonge. Je voulais faire les trois en même temps. C'était pas assez serveur pour moi, tu vois. Donc je Oui, t'explique tu un peu. voulais être dans le jus. Dans le jus. J'ai compris. Énervé. Mec énervé. On m'appelait Spiderman ou ce que tu veux. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Spiderman. Bon, j'allais être tout en speed. Ouais, Speedy Gonzalez. Et en fait, si tu veux, donc j'essaie les métiers de commerciaux. Là, j'essaie de vendre des trucs à la con. Bon, voilà. Je me dis non, je pourrais pas être commercial. Ok. Et en fait, à un moment, je vois une annonce comme quoi ils cherchent un agent commercial dans l'immobilier. Donc c'était à Bénaud, c'était dans l'Ain. Et j'ai sauté sur l'opportunité et je me suis dit, si je veux faire de l'immobilier, alors je pensais encore un peu peut-être au locatif, pourquoi pas, il faut que je sois dans l'immobilier. Donc j'ai été agent immobilier, agent commercial dans l'immobilier, donc en 2003. Parce qu'en 2002, j'achète ma première maison sans visiter, que j'achète. Il faut qu'on le dise. À chaque fois, tu vas le rajouter. Sans visiter, j'ai acheté. Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon premier appart, il y en a un que j'ai acheté, l'autre, je ne l'ai pas visité, je l'ai acheté sans visiter. La première maison que j'ai achetée, je l'ai achetée sans visiter. Et après, j'en ai acheté pas mal sans visiter. Et aujourd'hui, avec Wim, on va en parler, je fais que acheter sans visiter. Donc, c'est aussi ce côté un peu Action-réaction. action, réaction, sang-froid. On n'a pas de temps à merde. Non, à perdre la merde. Ouais. Pas de temps à perdre. Ouais, exactement, Ok. exactement. Mais ouais, et du coup, c'est quoi le déclic pour devenir marchand de biens? Et d'ailleurs, si tu peux expliquer ce que c'est marchand de biens. Alors, d'abord, comme ça, on le comprend tous. Le déclic, je viendrai après. Marchand de biens, c'est dans l'immobilier. Hein. Okay. L'immobilier, c'est vaste, c'est un écosystème. Hein. Il y a les promoteurs, il y a les lotisseurs, il y a les gestionnaires de patrimoine, il y a les agents immobiliers, je vais y arriver, il y a tout ça. Marchand de biens, c'est un commerçant. Ok. Comme un marchand d'art. Ceux qui achètent et qui vendent de l'art. Marchand de voitures. Donc, ça veut dire qu'il fait du commerce. Il achète et il vend. Agent immobilier, c'est un prestataire de service. Il met en relation un acheteur, un vendeur et prend une commission. C'est de la mise en relation. Donc, c'est un commerçant qui achète dans le but de réaliser une plus-value. Ni plus ni moins. Il faut s'arrêter là. Donc, au lieu d'acheter et revendre des voitures, acheter et revendre des bateaux, des avions, il achète et revend des biens immobiliers. En gros, c'est le commerçant de l'immobilier. C'est le commerçant de l'immobilier. Okay. Et un promoteur, il peut dire ce qu'il veut, il fait du marchand de biens. Il a une activité commerciale et il achète dans le but de revendre. De l'inclure sur cette activité. Voilà, c'est un code NAF qui c'est la qualité de commerçant. Donc, tu peux acheter et revendre des biens immobiliers. Okay. Exactement. Et donc, moi, le déclic, c'est que je suis agent immobilier, on va dire, pas agent immobilier avec la carte T, mais je dépends d'une carte T, donc de Pierre, il s'appelait. Je vends parce que, voilà, je suis dans la merde. Action, et j'adore. Mais, non. Ça te plaît pas. Non, il manque un truc, tu vois. Il manque... C'est comme si tu m'avais mis gardien de but, quoi. Non. Bon, non. On n'a rien contre les gardiens de but. J'ai rien contre, mais je n'étais pas fait pour être gardien. Voilà, okay. Ça c'est sûr. Donc, non, du coup, non, moi, la vie fait que l'associé de Pierre, il s'appelle Jean et il est marchand de biens. Ok. Premier déclic, et je vois que quand même, il gagne bien sa vie, et je vois que c'est un peu plus, en mon sens, stimulant. Ok. Parce que moi, il faut qu'il y ait du risque, il faut qu'il se passe des choses, il faut que je crée, il faut que je voilà, je pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur sans le savoir. Ok. Et donc, du coup, le déclic, c'est que donc j'achète ma première maison sans visiter, que je rénove avec mon père, mon frère, on rénove, on revend. Je gagne 30 000 euros, 35 000 euros sur la première, ce qui était énorme, 35 000 euros pour moi. On parle de 2003, fin 2002. Je me retrouve avec 35 000 alors que 6 mois avant, j'étais à moins 8 000. Je passe de moins 8 à plus 35. Tu comprends ? Voilà. Ouais, ça commence à aller vite dans mon cerveau. Et en fait... Surtout toi, en plus, j'imagine. Ah oui. Ah ben là, je dormais pas la nuit. J'arrêtais pas, je travaillais 7-7. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a un collègue agent immobilier, s'appelait Ghislaine, elle dit, j'ai rentré une maison à 30 000. Okay. J'ai dit, je l'achète, j'ai que 30 000. Donc j'ai acheté une seconde maison parce que j'avais que 30 000. Elle m'aurait dit 20 000, je l'ai acheté quand même. Donc je l'ai négocié à 25 000, je crois. Okay. Je l'ai retapé avec mon père, mon frère. Et je refais 30 ou 35 000. Et après ça, que c'est accéléré. Et là, tu commences à multiplier. Et là, est-ce que tu peux me dire juste le nombre de transactions que... Alors, c'est pas des transactions, d'opérations, on appelle ça. D'opérations que tu as fait.
Je pense que fin 2025, j'ai passé le cap des 300. C'est énorme quand même. Ouais, je m'en rends pas compte, mais acheter, revendre, je parle. Hein. Ouais. Clôturer l'opération, pas acheter, garder. Acheter, revendre et... Clôturer. Acheter, clôturer. T'achètes un immeuble, 5 appartes, t'achètes. C'est un immeuble. Tu revends 5 fois. Ça, c'est une opération. Ok. D'accord? Donc, à peu près 300. On arrive à 300, puisque là, on a une, je sais plus combien d'opérations en cours. Oui. Donc, ouais, mais moi, là, ce qui s'est passé 300. en 2024, ça n'existe pas. D'accord. Donc, ouais, 250, 260 depuis 98. C'est beaucoup quand même. Ouais, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai acheté les biens, je les visite. Et c'est parti de... J'ai vu l'associé de Pierre, qui était marchand de biens. Bien joué. Tiens, lui, ouais. il gagne un peu il m'a mis une que graine. les autres. Et il y en a eu d'autres. Ça me fait penser à... tu l'as vu, le loup de Wall Street? Oui. Ça me fait penser à celui qui vient dans le bar et il fait « Écoute, toi, t'habites dans le même immeuble que moi, mais t'as cette voiture, moi, j'ai une voiture pourrie. Si tu me montres une fiche de salaire où tu gagnes beaucoup, j'arrête tout, je viens travailler pour toi. » Excellent. Ça t'a fait un déclic comme ça, toi? Ouais, alors, je suis militaire, hein. Faut rappeler que j'étais encore... Oui. Et donc, il me fallait quand même un temps d'absorption. J'étais pas aussi... Alors, je t'ai pas dit aussi vif, mais je prenais des décisions un peu plus... Voilà, il fallait que je prenne des... Et il est rentré dans ma tête. Et puis, ça s'est accéléré. Et en fait, j'ai trouvé plus de plaisir et plus de profit, forcément, à aller sur des marges à 30 000. Au début, c'était 30 000, que des coms à 5 000. Mais du coup, j'ai fait les deux. 2003, j'ai fait les deux. Et 2004, j'ai fait les deux. Ok. Et 2005, le grand pas, 8 mars 2005, première création de boîte. Donc, marchand, 100% marchand. Bravo. Sans travaux. Et là, acheter, revendre. Donc, j'ai acheté des biens, je sais même plus où je vous les ai achetés. Parce que j'ai acheté sans visiter. Où j'ai acheté, je visitais, j'allais pas au compromis, j'allais pas à l'acte authentique, je revendais. Je faisais l'achat, la revente concomitamment. L'acheter, je revendais de suite. Donc, en 2007, j'ai fait 127 actes authentiques. Tu as l'art de flairer les bonnes affaires. Ouais. Je pense que c'est l'armée. Tu as l'art de flairer les bonnes affaires, mais en fait d'aller vite dans la prise de décision. Oui, prise de décision, c'est... Ok, il y a un risque, mais bon, si on attend trop, on va pas avancer, quoi. La plus grande force, je pense que c'est celle-ci. C'est, j'ai pas de peur de perdre. Ça, on n'est pas nombreux. Parce que j'ai tout perdu. Faut aussi le dire, j'ai tout perdu. Humainement, mes parents, quand je dis mes parents ont divorcé, donc je me suis retrouvé sans rien. On a été placé en maison d'enfants avec ma mère quand même. Voilà, petite parenthèse sympathique. Voilà, il y a eu pas mal de petits trucs où on est refait tapis. Moi, j'ai fait tapis, j'ai perdu 1 million d'euros, j'avais 27 logements, donc j'ai pas peur de perdre. En fait, t'as pas peur de tout recommencer. De tout recommencer. Et surtout, j'ai une capacité de prendre des décisions comme ça. C'est blanc, c'est noir. C'est pas gris. Pourquoi? Parce que l'armée, ils me disent, je pars à Sarajevo, c'est imminent, c'est oui. C'est pas, je vais réfléchir. Et aussi, pour imager le truc, je me trompe peut-être, s'il faut tirer ou pas, quoi. C'est pas, Michel, est-ce que je peux tirer? Ouais, c'est... Donc, prise de décision rapide, bien évidemment que j'ai fait des erreurs. Prise de décision, moi, j'ai kiffé Tom Sawyer. Donc, moi, le côté aventurier, je kiffe. Donc, voilà, la prise de décision rapide. Et c'est oui ou c'est non. C'est pas peut-être. Non, en tout cas, dans mon business. Donc, ensuite, tu disais tout à l'heure qu'avec Tao, c'était ta première application que tu crées. Et que tu en as créé en tout combien? Ben là, c'est la 7e. 7e. Tu peux en parler vite fait des applications que tu as créées? Alors, vous pouvez tous les retrouver sur les stores. Alors, il y en a forcément peut-être qui fonctionnent moins que d'autres parce que ça date. Mais la première expérience, c'est Tao. Donc, c'est un jeu humanitaire qui vient en aide aux enfants malnutris. Donc, avec Titi. Après, ça s'est enchaîné. J'ai créé un jeu qui s'appelle Trader Immobilier. Ok. Voilà. Donc, tu swipes comme Tinder pour acheter et revendre des maisons virtuelles. Donc, c'est un peu le Tinder virtuel d'achat-revente des biens. Après, je l'ai décliné avec Swipe Tycoon. Okay. Donc, c'est un peu un projet qu'on voulait monétiser par la pub. Donc, même principe de swipe, mais c'est du virtuel. Après, la 4e, ça s'appelait Florent Albero. Donc, celle-ci, j'ai eu le déclic au mois de mars 2020, pendant le Covid, et qui s'appelle aujourd'hui WIM, qui est, tu l'as compris, The Bébé. Donc, ça, c'est ton bébé, ça. Ouais, il y a eu WIM, il y a eu Willy. Je suis allé au bout. On s'est connus à cette époque-là. Le Tinder des investisseurs émo. Voilà. Il y a Wimaï, qui...
demain sort la nouvelle fonctionnalité qui va être juste dingue. C'est un assistant pour détecter des opportunités sur l'exhaustivité du marché. Ok. Donc ça, c'est juste dingue. Si on est rêvé, et ça y est, il sort là demain. Et on a déjà prévu les 25 prochaines fonctionnalités. J'ai Wim que j'ai décliné en Wim Club, plus service, voilà. Donc ça fait 7 applis. Donc Wim, Wim.ai, Wim Club, Trader Immobilier, Swipe Tycoon, Willy et Tao. Ouais, ça fait 7. Ce Ça qui fait me- beaucoup d'argent quand même. oui, ça coûte pas, c'est pas cadeau tout ça. C'est pas un site internet. Non. Moi, avant qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui, il y a 2 ans environ, ben là, ça va faire 2 ans qu'on se connaît. En janvier, c'était janvier-février. Ouais, janvier-février, exactement. Cette période-là. Ouais, exact. Et non, 3 ans 3 ans qu'on a commencé les Si discussions. aujourd'hui, c'est Ouais. la date d'anniversaire de quand on s'est vu la première fois, ça serait hallucinant quand même, non? Moi, je pense que moi, j'ai eu un coup de cœur pour toi. Bah, déjà, je te l'ai dit. Ta photo avec le Ouais, je sais jaune que tu me autour, dis ça, ouais. ta tête de Sénégalais. Ma photo de l'époque, ça. Moi, et je te le dis, t'es le pote que j'aurais aimé avoir à l'école, voilà, où je sais qu'il va rien m'arriver, que si on t'emmerde, je te défends, parce que je suis très protecteur. Donc, moi, quand j'ai vu ta tête, t'es Ludovic, c'est un ancien c'est militaire du Sénégal. Qui nous avait invités tous les deux Et en j'ai kiffé. podcast, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, et j'ai kiffé, j'ai dit, il faut que je lui parle. Et j'étais bluffé, forcément, par ce que tu faisais, mais surtout par ton histoire. C'est ça qui m'a fait insister, sinon j'aurais lâché l'affaire. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes parcours. Moi, Mais- j'ai pas prié pour pas qu'on me tire dessus, Ouais. mais on a des parcours un peu aussi de résilience, quoi. Ouais. Et du coup, il y a 3 ans, ça fait 3 ans? Mais c'était en 2022 où on a commencé à se parler pour la première fois. Ouais, c'est ça. 2 ans. Et tu m'as contacté. Ouais. Et tu voulais que je t'accompagne sur certaines choses. Ouais. Et je m'en rappellerai toujours, je t'avais dit, je pense pouvoir le faire, mais j'ai peur de te prendre de l'argent et de pas y arriver. Ouais. Et toi, tu m'as dit, bah, vas-y, moi, je crois en toi. Ouais. Et tu imagines, aujourd'hui, j'accompagne des grands noms je peux pas dire les noms, dans le personal branding ou la communication. Peut-être parce que il y a 2 ans, tu m'as fait confiance. Ouais, c'est gentil. Ouais, moi, j'ai pas Non, c'est pas hésité. gentil, c'est J'ai pas la hésité vérité. une seconde, en fait. En fait, quand j'ai senti que, oui, il y avait peut-être un manque de confiance ou tu voulais tellement bien me faire que je me suis dit, en fait, j'ai pas hésité. Il fallait absolument que tu. En fait, j'avais 2 choses à gagner. La première, c'est que toi, bah, j'ai contribué à ça pour que tu arrives à ce que tu fais, parce que c'est toi qui as fait tout le reste. Et ça, bah, déjà, moi, j'en suis fier. Et 2, bah, tu m'as permis aussi d'en être là. Parce qu'aujourd'hui, même si j'ai galéré, même si parfois on s'est pas entendu, Oui, mais Hein c'est dans les... parce que des caractères aussi. On est des caractères. On est des chauds, on s'appelle à 7h du mat quand même, il faut quand même le dire. Bah ouais, moi, 74 000 abonnés. Je viens d'une ville de 50 000 habitants. Donc j'ai plus d'abonnés que la ville de ma naissance. Je sais que je vais passer le cap des 100 000. Et les 100 000, avant de te connaître, j'ai dit que j'aurais 100 000. C'était en 2020. J'ai dit un jour, j'aurai 100 000 abonnés. Pas pour dire que j'ai 100 000 abonnés. Oui, c'est pour C'est parce que l'impact. mon projet a besoin et il est tellement important pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour l'équipe. On est 24 maintenant dans l'équipe. Bon, t'imagines, il y a 2 ans, tu te rappelles? Ah oui, on est 24. L'évolution, elle est énorme. On prévoit de faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Si on fait 40, je te dis que la prochaine, on fait 80. Donc, ça va être un truc de branque. Et si tu veux, moi, je me suis dit, je kiffe le mec, c'est obligé que ça marche. Donc, on y va. Et donc, du coup, à la fois, je gagnais, à la En fois, plus, je toi, gagnais. t'étais venu dans mon pressing que j'avais à l'époque. Ouais. Donc, t'as vu les coulisses, quoi, où je faisais mes premières vidéos et tout, entre Ouais. 2 clients. Ouais, je repassais avec toi. Je faisais des vidéos à millions de vues là-bas, quand Ouais. même. Peut-être Ouais. que je fais moins de vues, des fois, maintenant que je fais dans des studios ou des trucs que quand j'étais dans mon pressing. Tu sais que j'ai battu un record. Alors, j'ai 2 records qui sont importants pour moi sur LinkedIn. Parce que tu le sais que je suis focus pour l'instant que LinkedIn. Oui, C'est 1 100 000 vues sur un post LinkedIn. ok, Avec toi et avec un de mes employés que j'avais recruté. c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, bah ouais, forcément une fierté d'avoir pu faire ça. Même si oui, mais prends le dessus. Et ben, 3566 commentaires sur un live Oui, je LinkedIn. me rappelle. Donc ça, c'est juste, voilà, mon kiff. Ça, Mais- t'as kiffé parce que tu m'as battu, t'as battu LinkedIn. Bah, voilà. mais tout ce ton vécu, tu ne pouvais pas finir que dans faire du business et gagner de l'argent. Non. Il fallait que tu t'entoures de personnes. Bon, déjà pour t'aider à toi, mais tu avais besoin aussi d'aider les autres.
Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, Wim, tu vas expliquer vite fait ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un podcast business, mais un peu quand même. Pour qu'ils comprennent les gens, tu as créé quelque chose, une famille en fait. Ouais. Une grande famille. Et je veux juste te dire quelque chose, si la vie me porte la santé, Oui, je te souhaite. l'énergie, je pense que je l'ai. Et si j'ai encore l'énergie, j'ai pas dit mon dernier mot parce que pour moi, je pourrais pas me coucher, je pourrais pas m'endormir et finir ma vie si je suis pas allé au bout de ce projet. Je dis pas qu'il s'appellera encore Tao, je dis pas que ça sera encore un jeu humanitaire, mais je sais qu'avec l'exit que je vais faire, avec l'argent que je vais gagner sur Wim, je prévois de faire un truc de dingue. Fais-moi confiance parce que j'ai envie de finir comme j'ai commencé, par l'humanitaire. On a dit 2028. Voilà, je veux finir par ce que j'ai commencé. Alors, j'ai des idées de fou dans la tête. Je le dis pour tous ceux qui veulent faire l'humanitaire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire l'humanitaire du dimanche. Non, moi non. L'humanitaire, c'est... Moi, je veux être millionnaire pour autofinancer mon ONG. Comme ça, j'ai besoin d'aucune subvention, parce qu'on dit organisation non gouvernementale, mais dès qu'une institution te donne une subvention, tu dépends d'elle. Pour autofinancer mon ONG, pour ne plus avoir à manquer d'argent moi, parce que je dis toujours que quand on fait de l'humanitaire, quand on veut aider les gens, il faut être bien soi-même. Et je donne toujours cette image, par exemple, que quelqu'un en fauteuil roulant ne peut pas pousser une autre personne en fauteuil roulant. Donc c'est pour ça que je dis 2028, on devient millionnaire, et après on va aller faire ce qu'on aime vraiment, c'est aider les autres. Ou milliardaire, hein. Moi, ben pourquoi pas? C'est que de toute façon, on a des tempéraments. Nous, si moi, je deviens millionnaire, je sais que, mais on sera milliardaire dans le cœur. Ouais, non, mais t'as compris, ouais, important. Pas. Moi, en fait, ce que j'ai en tête, ça va être avec l'enfance, parce qu'il y a que ça qui me stimule. Je pense que j'ai besoin aussi de soigner certaines choses et d'aider ces enfants. Bah, eux, ils n'ont pas le choix, ils subissent. Et en fait, je veux mettre au service mes 30, 40 ans de business, au service pour eux, en fait. La négociation, qui est mon cœur de business. Moi, mon business, c'est sourcing, networking, négociation. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Et donc, moi, voilà. Pas de temps. Moi, je rêve de faire un dessin animé. Je rêve de vivre une expérience humaine de fou. Ce qu'a pu faire avec les handicapés... l'acteur là, j'ai perdu. Artus, okay. Je trouve ça exceptionnel. Moi, je sais pas, voilà, moi l'handicap, ça me touche. Et même, tu sais, toi, tes parents comme moi, c'est qu'est-ce que tu laisses comme héritage à tes enfants? Ouais. Tu vois, il y en a, bon, l'argent, tout ça, ouais, mais il y a aussi comment on appelle ça, l'héritage mental. Par exemple, si toi, ton fils, il te voit que tu as aidé des millions de personnes à subvenir à leurs besoins, toute la génération en dessous va garder ça en mémoire et ça va donner, ça va créer d'autres idées. Ouais. Donc voilà, j'ai tout ça, voilà, tout ça en tête. C'est pas pour rien que je me rappelle le Roxy Rookie, c'est pas pour rien que je me rappelle de ces dessins animés. Donc ouais, je rêve de faire plein de choses pour les enfants. C'est pas encore le moment. Je pensais que c'était le moment en 2014, 2013. Donc ça va venir, mais oui, donc aujourd'hui, ça fait bientôt 23 ans que je suis marchand de biens, on va dire. Okay. Et donc, ouais, ce métier m'a permis... Aujourd'hui, t'as créé Wim. Ouais, j'ai créé Wim. Il y a combien de Wimmers? 400. On a passé la barre des 400 Wimmers, donc 400 partenaires qui me font confiance, avec qui je réalise des opérations d'achat-revente. C'est Wim qui porte le risque. Comment on fait pour venir chez Wim? Par exemple, tu sais que moi, je suis pas un fou de l'immobilier. Hein. Tu l'as compris, ça. Ouais. Tu pètes un câble même des fois sur ça. Mais en tout cas, si un jour je dois me lancer dans l'immobilier, c'est obligé que je passe par toi, parce que sinon tu vas me taper. Mais si aujourd'hui on est entrepreneur dans l'immobilier, ou on a envie de se lancer, on est agent immobilier, on est dans n'importe quel métier de l'immobilier, ou même novice, qu'est-ce que ça apporte, Wim? Bon, déjà, nous, on veut rassembler tout cet écosystème. Néophyte, quel que soit le domaine. Donc nous, on est là pour créer la plus grosse communauté d'entrepreneurs immobiliers. Ça, c'est la volonté qu'on a. Pour l'instant, les choses se font, Paris ne s'est pas fait en un jour, petit à petit. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'industrialiser toute une verticale, d'aller du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Au début, on est, voilà, pour l'instant... Concrètement, aujourd'hui, tu vas gagner par la communauté. Donc aujourd'hui, c'est 400 Wimmers, mais c'est surtout 5000 apporteurs d'affaires. Des agents immobiliers, des mandataires immobiliers, des notaires, des promoteurs, des lotisseurs, des rénovateurs. Donc c'est tout ça déjà. Donc tu vas gagner
2 ans, 3 ans pour avoir accès à cette communauté en un clic. Ok. Ça, c'est le networking, c'est la base du business. Tu vois, tu le sais. Voilà. Je vais pas t'apprendre. 2, on a notre IA. Donc, c'est un assistant. Alors, ok, il fait pas le chèque à ta place, mais l'assistant, il va te faire gagner un temps de dingue pour pouvoir te sourcer, te networker des opérations. Et une fois que tu as détecté une opération, market, en market, off market, c'est-à-dire soit sur un site d'annonce, soit par la relation du networking, tu l'envoies à WIM, nous on l'étudie et tous les jours, tu le sais, de 15h à 16h30, on fait les WIM deals où on fait en moyenne entre 6 et 10 offres d'achat en paiement comptant sur ces dossiers-là. Donc WIM porte le risque et on est en partage de marge uniquement sur des opérations d'achat revente en l'état avec ce WIMers qui a payé une adhésion. Donc aujourd'hui, pour entrer chez WIM, maintenant c'est sur candidature. Il faut aller sur le site wimclub.com, poser une candidature de 15 minutes pour faire une découverte. C'est ma femme qui s'occupe du recrutement, 25 ans, voilà, c'est en famille, mais surtout 25 ans de métier dans l'immobilier. Donc elle va regarder un peu les besoins, parce qu'on a créé 5 offres. Il y a du bronze, il y a du silver, voilà, et des voilà. Mais tu vas gagner donc le networking, gain de temps par le digital, le sourcing avec l'IA, la formation qui arrive, enfin voilà, plein, un package complet qui va te faire gagner des années et qui va casser surtout les barrières à l'entrée qui sont quand même difficiles. L'immobilier, que, comme tu dis, c'est compliqué. Et ça, surtout, moi j'ai remarqué, parce que t'es humble dessus, ça crée une grande communauté de personnes qui s'entraident aussi entre elles. Parce que tu crées des environnements. Tu fais des séminaires souvent dans des châteaux. Là, bientôt, on peut le dire, hein, le 11 juin, tu vas créer un événement incroyable sur Paris avec des milliers de personnes. On ambitionne de rassembler 1000 personnes le 11 juin prochain. Voilà. Hyper important que tu seras là. Là, j'ai le trac de dingue. On va parler devant 1000 personnes. Mitchell, tu vas prendre le micro aussi. Moi, j'ai déjà fait plus 1000, mais... Ah, toi, t'as fait plus 1000. Alors, toi aussi, t'as fait plus que 1000. Je sais pas si on est... À Bordeaux, ici, au stade de foot, quand on avait fait nos conférences... Je sais pas si on était 1000, mais on était beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on était beaucoup. Mais alors toi, peut-être ils étaient plus nombreux parce que toi, tu as fait le matin, moi j'ai fait fin de journée. Moi, je pense qu'ils étaient quasi 500, ce qui était énorme. De toute façon, par du principe, moi je vais te donner un conseil sur le conférence. Il vaut mieux faire une conférence devant 10 000 personnes que devant 50 personnes. Parce que les 50, tu les vois qui te regardent. Alors que les autres, tu les vois pas. C'est sûr. Bah écoute, de toute façon, je serai là. Un jour, déjà, tu seras pour les... Mais ça se trouve... Florent, qu'est-ce que je fous là? Attends, ce truc-là. Pourquoi j'ai accepté? Donc, 1000, et pourquoi pas 10 000 dans 2-3 ans? De toute façon, moi, je veux faire Stade de France. Hein. Ah, ben moi, Orange Vélodrome. Hein. Ah oui, donc, moi, tu sais que moi, c'est Marseille. Là, il y a pas... Mais moi, je les rêve de faire un Stade de France. Je sais pas ce que je vais faire encore. Mais je vais faire un jour un Stade de France. Ok, bah écoute, je te le souhaite. Parce que quand je vois certains qui le font, moi je me dis toujours, pourquoi pas moi? Et là où j'en suis aujourd'hui, il y a 2 ans encore, on m'y attendait pas. Hein. Donc je me dis, si je performe encore, si j'arrive à aller plus loin que mes limites, c'est obligé, je le fais. Et là, écoute, je te ferai, toi, tu passeras devant. Écoute, voilà. S'il y avait un kiff, ça serait moi le stade Vélodrome, forcément. Mais voilà, ça peut être d'autres endroits. Mais déjà, Paris, 11 juin, 1000 personnes, on attend. Peut-être on sera un peu moins, un peu plus. Et on a une capacité un peu plus. C'est où? Alors pour l'instant, c'est pas validé, mais c'est à Paris, dans un lieu mythique, connu. Et avant ça, 7 février, la masterclass, dans un château. Donc c'est la 2e masterclass où on est dans le 3e événement où on a un château. C'est clair. Bientôt ça. Ça aussi, c'est un projet aussi, clairement, de pouvoir avoir un lieu de rassemblement, un château. Je serai là aussi. Là, on sera moins. On sera 100. Voilà. On sera 100, on sera moins. Non, mais c'est bien, parce que moi, j'ai assisté à la dernière qui était au mois de janvier. Non. Novembre. Ça passe vite. Et j'ai aimé. J'étais bien. Pourtant, tu vois, c'est pas mon monde. Hein. Non. Tu vois, l'immobilier, tout ça. Bon, c'est vrai que j'avais commencé par dire, ne venez pas me parler d'immobilier. Mais je me suis bien amusé et j'ai beaucoup appris. Tu vois, c'est important d'être épanoui, de s'amuser et d'apprendre en même temps. Parce que si on fait que apprendre, au bout d'un moment, ça va nous saouler. Et si on fait que s'amuser, on va se dire, bon, finalement, c'est comme si j'étais parti dans un centre de loisirs. Mais là, tu as réussi, avec ton équipe, à cumuler les deux. Et ça, c'est super important.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, bienveillance. t'as une équipe qui est géniale, quand même. Ouais, il y a une équipe, ouah, il y a des pépites, hein, franchement, ça part du fiston, franchement, il y a une belle équipe, une belle énergie, on est dans la transmission, la bienveillance, bien évidemment, on n'est pas parfait, hein. Donc il y a des trous aussi un peu dans la raquette, hein, qu'on va améliorer avec le temps, mais en tout cas, ouais, on a kiffé, ouais, je passe un super moment. On va arriver à la fin de ce podcast. Ouais, On se donne un objectif. Là, on est en janvier 2025. ouais, On va en refaire un en janvier 2026 ah, ouf. pour vérifier si on a atteint l'objectif que tu t'es donné. Allez, vas-y, hein. Vas-y, c'est quoi ton objectif là pour cette année? Bon, la santé déjà, hein. Ça, La j'espère santé, qu'on voilà. n'aura pas à dire qu'il y a Pour un moi problème. et tous ceux, voilà, ma femme, mes enfants, tout le monde, voilà, pour toi, bien Merci. évidemment. Donc, que tout se passe bien, voilà, qu'il n'y ait pas de problème particulier, voilà, à ce sujet-là. Moi, j'ambitionne parce que c'est important. Ok. 1000 personnes, déjà le 11 juin, mais aussi 1000 Wimmers. Pourquoi? Parce que, bah, je suis un Mais ancien non. militaire et un jour, je l'ai écrit, on se fout de ma gueule, qu'un jour, j'aurai un régiment. Ok. Donc, voilà, pour moi, ce serait un régiment de Wimmers. Donc, 1000 personnes pour la fin d'année. Ça serait juste dingue. J'espère franchir la barre des 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année civile 2025. Je prévois de faire une grosse levée une grosse levée de fonds. Voilà, il y a des grandes ambitions que je peux pas dire, mais déjà, voilà, si on fait les 20 000 personnes, si on a 1000 Wimmers, si on fait 40 millions de CA, si on structure l'équipe, on est déjà 24. Ouais, franchement, je suis content. Je suis content. Écoute, on vérifie ça en janvier 2026. Janvier 2026. Merci. C'était cool. Ouais, Et je magnifique. pense que tu as apporté beaucoup de valeur bah, déjà à moi et à travers moi bah, aux personnes qui nous écoutent. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.